Bon, bien, je suis contente de vous voir ce matin pour ce cercle qui est sous le signe de la culture, mais aussi de l'économie, parce qu'on a invité le Conseil régional de la culture chez nous, qui a un invité à nous présenter, qui est un économiste, Pierre-Emmanuel Paradis, qui est un auteur aussi, qui a beaucoup, qui comprend bien, qui est capable de nous vulgariser les conséquences du développement culturel pour l'économie en général, mais peut-être aussi l'économie de notre région. Donc, on a bien sûr Laval Gagnon, qui est le président du Conseil régional de la culture, avec Lucien Frenette, qui est le directeur général. Donc, ils vont s'adresser à vous une dizaine de minutes. Par la suite, ce sera le temps de poser des questions. On peut y aller avec M. Gagnon pour commencer. Je peux vous présenter une des raisons, avant de présenter M. Paradis, une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, on a un invité où on s'est engagé et on a invité quelqu'un qui est un expert en économie et qui connaît aussi la culture, c'est le fait que, tout le monde le sait, on se dirige vers un sommet économique et pour nous autres du Conseil du milieu de la culture, devrais-je dire, c'était l'occasion inespérée de s'engager, donner un point de vue économique de la culture. En principe, la culture et l'économie, c'est antinomique. C'est deux univers différents et tout ça. Sauf que nous autres, du côté du Conseil de la culture, on était déjà engagés à travers notre planification stratégique à placer la culture au centre du développement régional. Alors, le développement, ça implique évidemment l'économie. Il y a une dimension économique importante. Alors, dès ce moment-là, le fait de tenir un sommet, on s'est dit, on s'engage à fond là-dedans pour replacer la culture au centre du développement. On a présenté un mémoire, on invite les gens à le consulter. Et entre-temps, nous autres, ce qu'on dit tout simplement, puis on a invité M. Paradis dans ce sens-là, on a deux messages, nous autres, qu'on essaye de transmettre, c'est que la culture occupe déjà une place très importante depuis toujours dans le développement de notre région et même dans l'économie de notre région. Ça, c'est le premier message qu'on veut transmettre. Je vous donne très rapidement quelques chiffres pour vous indiquer que si je prends un langage économique, c'est important. Le PIB régional, on mesure toujours l'importance de quelque chose en économie avec le PIB, c'est 120 millions. Sans vouloir faire des comparaisons négatives, c'est plus que l'agriculture. Et c'est la forêt avec 136 millions. C'est presque autant que l'agriculture, devrais-je dire, avec 136 millions. Nous autres, c'est 210 millions. Je m'excuse, je vous ai induit en erreur déjà. Alors, quelqu'un qui est dans la culture, évidemment, n'est pas un expert. Alors, donc, et ce qui est indiqué, c'est que les investissements en culture, et c'est prouvé, les statistiques le démontrent, génèrent, par exemple, 2 fois plus d'emplois que les investissements en forêt. 5 fois plus que dans les mines. À l'heure où beaucoup de projets sont dans l'air, je pense que c'est très important de réfléchir sur ce genre de choses-là. Alors, et à tous les endroits où il y a une économie qui se développe de façon durable, la culture occupe une place centrale, il y a une vie culturelle intense. Alors, ce sont des indications que je suis convaincu que M. Paradis va nous donner des arguments ou des faits qui le démontrent encore plus. Alors, c'est un peu le message qu'on voulait transmettre. Un dernier message, je pense, et on pourra y revenir plus tard, c'est que dans les régions dites périphériques, qu'on qualifie trop souvent de régions ressources, moi, ça me hérisse à chaque fois, dans la mesure où, dès le moment où on connaît un peu ce qui se passe dans la région sur le plan culturel, on connaît son histoire, on se rend compte qu'ici, comme ailleurs, mais ici aussi, il y a une société très riche, très active, une patrie, moi j'appelle ça une patrie, qui a son histoire, qui a ses mœurs, ses attraits, qui a fourni au Québec presque la moitié de la colonie artistique, dit-on. Pas parce qu'on était plus fin que les autres, nécessairement, peut-être un peu aussi, mais c'est parce qu'il y avait déjà dans cette région-là une société extrêmement riche, diversifiée et dynamique. Et c'est ça qu'il faut renouveler, réinventer, remettre en évidence, et non pas seulement parler en termes économiques de création d'emplois, parce qu'il est prouvé, puis je vais m'arrêter là, monsieur, avant de m'enflammer, c'est que quand on investit, on met trop l'accent sur les ressources naturelles, il faut le faire, évidemment, mais on a tendance souvent à négliger tout le reste du développement économique qui comporte et qui implique
l'éducation, la formation, les nouvelles technologies, la société du savoir, l'économie de la créativité. L'avenir des régions ou du monde est en train de se développer dans ce sens-là. Imaginez-vous l'avenir des régions. Si on ne prend pas ce virage-là aussi, on va continuer de se percevoir peut-être un peu trop comme des régions ressources et assister malheureusement de plus en plus à l'effritement de nos activités j'allais dire culturelles dans le sens large. Alors, je m'arrête ici, Monsieur Paradis. Je vais vous le présenter vite. Alors, il a fait beaucoup de choses, Monsieur Paradis. Il est titulaire d'une maîtrise en économique de l'Université Sherbrooke, ainsi que d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en finance d'entreprise des HEC de Montréal. Il compte plus de 20 ans d'expérience en économie appliquée et en stratégie d'affaires. En 2012, il a fondé APECO, qui est une firme une firme d'analyse stratégique dans toutes sortes de domaines, dont le domaine de la culture. Alors, il a été économiste à la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes. Il a participé à beaucoup d'études dans toutes sortes de milieux, de la main-d'œuvre, la rémunération, les finances publiques et tout ça. Et en tant que consultant, il a développé des modèles quantitatifs complexes, mené plusieurs enquêtes et sondages et dirigé de nombreux mandats d'analyse en tout genre. Je pense qu'il pourra en parler tantôt, il a également plus récemment fait une étude sur l'impact, j'avais ça, vous me donnerez le titre, mais avec l'économiste Pierre Fortin. Les deux ont enquêté sur l'impact des mesures fiscales et des décisions gouvernementales sur le développement économique. Alors, M. Paradis, je vous laisse la parole. Je sais que j'ai peut-être trop parlé, mais je vais me limiter à ça. Merci, M. Gagnon. Donc, mon intervention comporte deux parties. La première, donc, je vais résumer le mémoire que mon collègue Pierre Fortin et moi-même avons fait et présenté devant la commission sur la fiscalité de Luc Godbout qui a eu lieu en octobre dernier. Et aussi, je vais vous partager certaines réflexions que le Conseil m'a demandé de présenter sur qu'est-ce que c'est le développement économique, puis qu'est-ce qu'on fait pour justement dynamiser le développement économique d'une région ou d'un secteur d'activité. D'abord, ce que je dois dire, c'est que l'économie, c'est vraiment, il faut arrêter de voir ça comme la science de la rentabilité ou des indicateurs complexes que personne ne comprend. L'économie, c'est une vision du monde. C'est une vision du monde comme les mathématiques, comme les arts visuels, comme la physique. C'est vraiment une façon universelle de voir qu'est-ce qui se passe dans notre monde. Et en fait, qu'est-ce que c'est cette vision-là? C'est vraiment la vision de l'efficacité. Donc, qui cherche à réconcilier nos besoins, nos ambitions, nos désirs qui sont illimités, avec le fait qu'on a des ressources qui sont limitées en temps, en argent, en ressources naturelles pour les combler. Donc, on essaie toujours de dire comment on fait pour que, globalement, comme société, on soit les plus heureux possibles et nos besoins soient les plus satisfaits possibles, compte tenu du fait que, on ne peut pas satisfaire tout le monde parfaitement. Donc, c'est dans cette optique-là que l'économie se penche sur des secteurs d'activité, sur des comportements humains, autant des choses très, très fines que l'ensemble de l'économie, dont la culture. Alors, concernant la culture, il y a évidemment moyen de faire un espèce de portrait là, que je vais vous faire rapidement sur ce qu'on appelle les produits culturels. Donc, on veut consommer des émissions de télévision, des livres, des pièces de théâtre. Et pour ça, donc, il y a une demande. Et de l'autre côté, il y a évidemment les producteurs de ces produits culturels-là. Les auteurs, les studios de télévision. Donc, il y a toute une organisation qui sert à satisfaire cette demande-là. Donc, il y a des produits culturels qui sont échangés pour de l'argent, il y a des emplois et tout. Mais ce qui est important à dire, c'est que dans ce contexte-là, la culture, c'est vraiment un secteur d'exception. On parle pas on parle pas de l'économie des chaises ou l'économie du bacon. On parle vraiment de quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus vaste que simplement la valeur des produits qui sont échangés. Et ça, pour deux raisons principales. La première, c'est que la culture est un produit qui a une nature
foncièrement interactive. En économie, on la désigne comme étant un bien public dont la consommation est non exclusive et non rivale. Donc, l'idée de la culture, c'est pas de diffuser à une personne, la personne qui va payer le plus ou exactement pour pouvoir la consommer, mais au contraire, de la diffuser le plus largement possible. Que le tableau soit vu par le plus de gens possible, que l'émission soit vue par le plus de personnes possible. Puis après ça, on se voit puis on se rencontre à des soupers chez des amis, on en parle, on échange, et puis tout ça est beaucoup, beaucoup plus riche et plus vaste que simplement le temps qu'on passe devant notre télé, puis ce que l'annonceur a réussi à nous vendre pendant la petite heure qui est là. Donc, tous ces avantages intangibles-là de la culture sont vraiment considérables et beaucoup, beaucoup plus importants que ce que n'importe qui peut aller ramasser comme argent pour le bien-être que ça nous fait. Le deuxième élément, c'est le fait que c'est un secteur qui est caractérisé par des économies d'échelle très importantes. Ça coûte 4-5 millions faire un film. La première copie n'est pas sortie encore. Mais la prochaine copie, après ça, pour la copier sur un DVD, le coût est à peu près nul. Donc, plus vous avez une grande société, par exemple, comme les États-Unis, bien, plus évidemment, vous avez un marché qui permet d'avoir une industrie cinématographique qui est prospère, puis qui est bien organisée et tout, sans aide de l'État. Au Québec, si on veut faire des œuvres québécoises pour nous, qui nous représentent comme société, ben, il va falloir monter les prix des billets à 50, 60 $ le billet, parce que sinon, on pourrait pas faire ça. Donc, ça prend l'aide des gouvernements, des fondations un peu partout dans le monde, et un peu partout pour faire réaliser ces produits de notre culture. Et ce qui est vrai au Québec est vrai aussi partout dans le monde. La culture est aidée au-delà de sa simple rentabilité économique par les gouvernements, par des fondations privées, des organismes philanthropiques, vraiment partout, c'est universel. Donc, il ne faut pas se sentir mal par rapport à ça, mais au contraire, il faut le reconnaître, puis il faut voir que c'est quelque chose qu'on désire, nous, comme société, pour pouvoir se développer et prospérer culturellement ensemble. Portrait économique rapide de la culture au cours des dernières années, la production en proportion du PIB est relativement stable depuis 5-6 années, est un petit peu plus faible qu'elle était au début des années 2000. Donc, on est autour de 4,5% du PIB en ce moment. Pour ce qui est de l'emploi, donc la production diminue légèrement, mais l'emploi augmente un peu, à la fois du côté des employés et surtout du côté des travailleurs autonomes. Donc, il y a vraiment plus de travailleurs autonomes qu'il y en avait auparavant quand on compare à l'ensemble de l'emploi. Donc, résultat, si la production est stable et l'emploi augmente, ça veut dire que la rémunération va diminuer un peu de ces emplois-là. C'est effectivement ce qu'on observe. C'est plutôt stagnant et même en légère diminution au cours des dernières années au Québec. La demande pour les produits culturels est relativement stable dans son ensemble, quand même en hausse du côté des spectacles, des musées, et plutôt en baisse du côté de la consommation des productions, par exemple cinéma, DVD, les enregistrements sonores. Ce qu'on observe du côté de la demande des produits, on est capable de le voir aussi du côté des établissements. Donc, il y a plus de salles de spectacle, il y a plus d'établissements d'exposition qu'il y en avait. Il y a moins de salles de cinéma, moins d'écrans de cinéma, moins de stations de télévision qu'il y a quelques années. Du côté du gouvernement, peut-être une statistique qui est assez frappante, c'est le fait que depuis 2006-2007, les dépenses du gouvernement du Québec dans la culture ont augmenté de 11%, alors que l'économie a cru de 26%. Et les dépenses en santé ont augmenté de 40%. Donc, le portefeuille de la santé, qui est 50 fois plus gros que celui du Québec, a augmenté 4 fois plus rapidement que la culture, qui, elle, a cru moins rapidement que le reste de l'économie. Donc, la culture, non seulement ça n'a pas contribué à mettre le gouvernement en déficit, mais c'est même l'inverse, ça l'a même aidé à ne pas tomber encore plus en déficit. Donc, c'était l'essentiel de notre présentation auprès de la commission pour dire donner de l'air à la culture parce que vraiment,
les compressions, la culture a pu en faire les frais. Elle l'a fait pendant quelques années, elle a fait sa part. Puis maintenant, c'est le temps de passer le flambeau à d'autres puis s'attaquer à des plus gros morceaux. Entre autres, deux éléments de l'impact justement de ces restrictions-là. D'abord, l'emploi est plus précaire de façon générale. Je vous ai parlé de l'augmentation du nombre de travailleurs autonomes, qui n'est pas toujours quelque chose de négatif, mais c'est quand même un signe de précarité. Par contre, on observe qu'il y a, comparativement au début des années 2000, il y a deux fois plus d'employés, de personnes qui sont obligées d'avoir deux jobs en même temps pour pouvoir gagner leur vie. Ça, on parle d'employés dont l'emploi principal est dans le secteur de la culture, comparativement à des gens qui sont dans l'ensemble de l'économie. Donc, vraiment, cette croissance-là a été très, très forte. Quand on est obligé d'avoir deux emplois pour joindre les deux bouts, je pense qu'il y a un problème qui est là. Il y a aussi eu, pas le dernier budget, mais l'autre avant, une baisse de 20% dans les crédits d'impôt sur la production audiovisuelle. Ces compressions-là, on a analysé leur impact, puis vraiment, si elles sont maintenues et se poursuivent dans le temps, on prévoit que ça va entraîner 650 pertes d'emplois pour cette industrie-là de la production télévision comme telle. Puis en fait, ça vient amener une certaine aide au budget du gouvernement, mais pour chaque dollar que ça va aider le gouvernement d'avoir coupé dans les crédits d'impôt, l'industrie va perdre 3 $. Donc, c'est une mesure qui est vraiment négative pour l'ensemble de l'économie. Puis, je pense qu'on est mieux de se concentrer sur des mesures qui, à la fois, sauvent de l'argent au gouvernement ou bien ça reste inchangé, mais qui augmentent la taille de l'économie. Finalement, concernant le développement économique, en fait, je trouve ça admirable, l'initiative du sommet économique et puis votre contribution pour placer la culture au centre de ça. Moi, je dirais que peut-être si je fais une espèce de sommaire de mes 20 quelques dernières années en consultation économique, en développement économique, je vous dirais que le développement économique, c'est trois choses fondamentalement. Ça prend, s'il y a comme une recette, là, ça prend une stratégie, ça prend des ressources et ça prend de l'exécution. Alors, chacun de ces éléments-là a l'air bien simple, mais c'est extrêmement complexe quand on commence à y creuser dans chacune. Pour ce qui est de la stratégie, ben, il faut penser à des projets qui sont novateurs, qui n'ont pas été faits, qui sont différents, qui trouvent des nouvelles façons de faire des partenariats, des nouvelles façons de plaire aux auditoires qui n'étaient pas là, en fait, qui n'ont pas été exploités jusqu'à maintenant, pour pouvoir faire des choses qui sont réellement originales puis qui amènent les gens dans les musées, les salles d'exposition et les salles de cinéma. La deuxième chose, c'est quand on parle de ressources, on parle de ressources humaines, matérielles et naturelles, les ressources naturelles aussi, entre autres. Vous avez un tellement bel environnement pour faire des tournages cinéma et tout dans la région ici. Mais il y a toute l'importance du talent, de choisir le bon talent pour le bon poste, pour la bonne œuvre, qui est un défi vraiment important dans les industries culturelles. Puis la troisième chose, l'exécution, ben là, c'est d'être sûr et certain que justement cette belle planification-là est faite de façon efficace, serrée, et que ça se déroule justement de façon optimale, avec le moins de gaspillage possible pour l'ensemble de l'exécution. La dernière chose que je dirais, c'est le quatrième élément que je n'ai pas mentionné, c'est la chance. Parce qu'on a beau faire les meilleurs plans du monde, puis penser aux meilleures choses, puis avoir la meilleure tête. Je connais personne qui se trompe pas. Je connais personne qui est clairvoyant puis qui est capable de tout voir à l'avenir. Puis en analysant de façon très, très attentive ce qu'on voit autour de nous, on est capable d'aller chercher vraiment beaucoup, beaucoup d'informations puis de donner des bonnes indications sur les tendances vers où on s'en va. Mais encore là, il n'y a personne qui peut prévoir que les goûts des gens de façon absolument parfaite. Sinon, ils seraient multimilliardaires. Donc, l'idée, c'est vraiment, il faut comprendre que la chance, c'est un élément qui est toujours présent, qui fait en sorte que des fois, on rate son coup, même si on a bien fait nos devoirs. Puis des fois, ben, c'est extraordinaire, on a un beau succès, on ne l'a pas nécessairement vu venir, mais il faut se donner du lousse puis se donner le droit de rater un peu, des fois. Donc, voilà.
Donc, on va y aller avec les questions. J'ai vu la main de Carole Néron se lever. Par la suite, Julie Larouche pourra suivre. Tremblay pas là, ça fait que je vais pas. Moi, je suis muselé. J'ai l'impression. Ben, Laval, fais attention. Je tiens le J'ai micro. l'impression qu'on va avoir beaucoup de plaisir ce matin parce que. Bon. Écoutez, je prends connaissance de ce que vous dites au plan provincial. Au plan régional, peut-être Laval qui peut être le plus en mesure de répondre à ma question. Le portrait de la culture, d'industrie culturelle au Saguenay-Lac-Saint-Jean, est-ce qu'on peut parler de l'industrie culturelle ou des industries culturelles? C'est quoi la culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Et est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de perception aussi par rapport, on le voit ce matin, c'est un peu dispersé comme assistance. On parle beaucoup de culture, mais on n'a pas l'impression qu'on est en mesure de vraiment saisir les impacts économiques, impacts sociaux de la culture. Et en sous-question, bon, on va revenir plus tard à d'autres questions. En sous-question, on parle du sommet économique régional de la mi-juin. Vous allez déposer un mémoire, je pense. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quelles vont être les grandes lignes de ce mémoire et comment vous allez, de quelle façon vous allez le présenter? OK. Je vais commencer la première moitié de votre question par rapport au portrait économique. J'ai pas les statistiques en tête là, de ce qui est les chiffres précisément pour la région, mais je peux vous dire en termes de classification, les industries culturelles, c'est toutes les entreprises et les employés dans l'économie qui travaillent dans deux grands secteurs. Le premier, c'est la production et la diffusion des œuvres culturelles. Donc, l'édition, l'enregistrement sonore, le cinéma, la télévision, etc. Donc, tous les artistes qui créent, qui font de la culture. Donc, ça, c'est et les entreprises qui les supportent et les gestionnaires et les comptables et les avocats et tout le monde qui gravite autour de tout ça. Le deuxième volet, c'est le volet art et spectacle. Donc, tous les établissements qui reçoivent des gens pour fin de consommation d'œuvres culturelles, que ce soit des musées, des expositions, des salles de cinéma et tout. Donc, tout ce côté-là, ça c'est pour... donc, si vous avez toutes ces informations-là, qui j'imagine se trouvent sur le site de l'Institut de la statistique du Québec, va vous donner une idée de l'ampleur du secteur culturel comme tel au Saguenay. Je pense pour votre mémoire. Je vais laisser tantôt Lucien Frenette, notre directeur général, leur étoffer davantage ma réponse, qui sera relativement générale dans le sens suivant. C'est que le premier aspect, c'est que moi, depuis que j'étais, j'ai passé une trentaine d'années, un peu plus là, à Radio-Québec, Télé-Québec, et depuis que je suis président du Conseil de la culture, je constate que la culture est très sous-estimée en termes d'impact sur le développement régional de notre qualité de vie, la manière dont on vit, énormément sous-estimée. Et un des exemples que je veux prendre, c'est la manière dont, notamment, on aborde le tourisme, par exemple. On dit tourisme culturel. Or, on constate que je dirais presque la moitié des attraits touristiques ont une nature culturelle qui sont liés à notre histoire, notre patrimoine, notre qualité de vie, etc. Je prends, la Val-Jalbert, si c'est pas notre patrimoine historique, je me demande ce que c'est. La fabuleuse histoire d'un royaume. On oublie trop souvent qu'à l'époque, on a donné à un artiste qui était Ghislain Bouchard les ressources, les moyens pour nous représenter, raconter notre histoire. Il a finalement réinventé la manière dont on se perçoit, dont on se représente. Il y a eu des moments très forts comme ça. Il y a une foule d'exemples qui démontrent que la culture, même le patrimoine religieux, quand on est à Chicoutimi-Nord, on enlève les bâtiments qui sont d'origine, qui ont été construits par les communautés religieuses, quel que soit est-ce qu'on est en faveur ou non de la région, le problème n'est pas là. Il y a là un patrimoine historique extraordinaire. Tu enlèves ces bâtiments-là, il n'y a plus de centre-ville de Chicoutimi. C'est l'ensemble de ce qu'on a fait qui est là. Dans d'autres sociétés, on va faire des tours en Europe, à Paris, et on est dans pamoison devant les œuvres, l'architecture et tout ça. Puis on a ça aussi ici, puis on dirait qu'on n'en parle pas. Je vais donner l'exemple, puis je ne veux pas être plus négatif pour le 150e, on a réussi un peu ça. Pour le 175e anniversaire de la région,
j'ai le sentiment qu'on a échappé des bouts là, quand l'artiste responsable de nous représenter déplore comment les choses se font en termes de spectacle en bout de piste. Je pense qu'on peut se dire collectivement qu'on a peut-être raté le bateau de ce côté-là. Moi, ce que je pense, c'est qu'avec et je vais laisser la parole à Lucien tantôt pour étoffer ce que je vais dire, c'est que il faut revenir à ces racines-là, et les réinventer, j'allais presque dire les renouveler, oui, mais dans une perspective un peu plus moderne, parce que l'économie, c'est l'économie du savoir. Oui, les emplois pour Ariane Phosphate, oui, les emplois pour l'industrie, Alcan, bien sûr. Mais l'avenir, nos jeunes, ils sont cultivés, ils sont formés, ils s'en vont à l'extérieur. Si on veut revenir, moi je dis souvent, on leur demandera pas de revenir dans la région pour fabriquer des cannes de mine, fussent-elles en aluminium. Si ça se produit, bravo, mais la majorité de nos jeunes, si on veut qu'ils restent ou qu'ils reviennent, c'est l'économie du savoir, de la créativité qu'il faut leur offrir, ou à tout le moins les opportunités pour le faire. Et moi, je pense que la jonction entre ce qu'on est et notre richesse culturelle, notre extraordinaire région, il faut faire cette jonction-là avec l'économie du savoir, les nouvelles technologies et tout ça. L'exemple qui est le classique, on le voit, c'est ainsi. On a eu 2 de nos cinéastes qui sont à Cannes il y a à peine quelques jours. Ces gens-là puis je le dis avec une certaine fierté, ils ont travaillé à l'époque à Télé-Québec. Ils ont fait leurs premières armes de réalisateurs à Télé-Québec. D'autres sont dans la Radio-Canada et tout ça. Alors, je pense que nos leaders économiques, ils doivent prendre conscience de ça, puis de voir que c'est en accentuant de ce côté-là qu'on va aussi solidifier notre développement économique, et améliorer en bout de piste notre art de vivre, notre culture, notre milieu. Pour ce qui est de quelques chiffres, je vais laisser à Lucien le soin de... Bon, en fait, c'est une question qui est assez large, avec plusieurs volets. Disons, premièrement, que quand on compare la culture avec les autres secteurs économiques, exemple, mettons l'industrie minière va être basée souvent sur une dizaine de projets importants sur lesquels on va établir qu'il y a une industrie minière dans un secteur donné. Dans notre région, ça prend 2 démarrages de grosses mines pour dire qu'on a une industrie minière dans notre région. Quand on revient dans l'économie de la culture, c'est tout le contraire. C'est complètement tout le contraire parce que le produit culturel est extrêmement diversifié et c'est dû donc, premièrement, au capital humain. Alors donc, ce que nous allons avoir comme produit culturel provient donc de travailleurs culturels principalement et qui sont souvent des produits qui sont uniques. Hein, vous savez qu'un film, vous le voyez une fois au cinéma, c'est rare qu'on y retourne le voir au cinéma, on va le revoir plus tard. Un livre, c'est pareil. Alors, on est dans un contexte économique qui est très différent, où une multitude de produits qui sont différents, et donc une diversité sur laquelle l'ensemble de ces activités-là produit ce qu'on appelle l'économie de la culture. Alors, c'est sûr que c'est très différent, par contre, d'essayer de comparer une économie qui est liée sur le patrimoine, exemple, et qu'on va utiliser pour justement mettre en évidence l'identité de la région, en valorisant ce patrimoine-là auprès de la région, auprès de la clientèle régionale et auprès de l'extérieur. Alors, on voit dans les économies européennes et même américaines que le patrimoine occupe une place importante dans l'industrie touristique. Alors ça, c'est un élément qu'il faut tenir compte. Alors, de quelle façon qu'on peut le faire? Bien, il y a eu beaucoup d'expériences qui sont faites depuis les années 60 par rapport à ça. Et on a vu des économies locales et même régionales se reconvertir suite justement à la mono-industrialisation. Alors, ont décidé comme stratégie de bâtir une économie plus diversifiée et où la culture a pris une importance grande en se basant sur une identité et sur des facteurs locaux. Alors, donc, on a des atouts locaux et sur ces atouts-là, on va bâtir une économie que, comme disait Laval tout à l'heure, une économie créative qu'on appelle ou économie du savoir, où ce que le principal travail à faire en termes de stratégie,
c'est de concentrer les cerveaux autour de projets communs et qui vont avoir des impacts dans la collectivité ou dans la région. Alors, décrire la culture, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau du PIB, on peut le faire. On peut dire qu'en région, comme le disait Laval, il y a 220 millions ici de PIB culturel par rapport à l'ensemble du PIB, ce qui peut représenter entre 3 et 4 du PIB de la région au niveau de la culture. Et ce PIB-là se maintient, malgré, comme on disait tout à l'heure, que le PIB global augmentait, la culture, elle stagnait. Alors, et cette courbe-là du PIB culturel, elle ne se traduisait pas nécessairement par des investissements plus importants au niveau de l'investissement public. Elle se faisait à l'intérieur même de l'économie, à travers donc probablement des activités complémentaires, trouver des fonds ailleurs qu'au niveau de l'investissement public, et en augmentant donc des revenus, soit des revenus du GER, en augmentant les billets, etc., etc. Et ça crée donc invariablement, sur une période un peu plus longue, ça va avoir des effets sur l'accès à la culture, évidemment, parce que les coûts vont augmenter. Et ça va avoir des effets, comme on l'a vu, sur la rémunération, entre autres, des travailleurs culturels, qui, de plus en plus, les conditions rapetissent et ne s'améliorent pas. Alors, on constate ce phénomène-là qui, sur une période de 5 à 10 ans, qui est en train de se faire. Alors, c'est ce que disait un peu M. Paradis tout à l'heure, c'est que la culture, si en plus on inclut l'indice des prêts à la consommation, alors déjà que ça joue, donc les coûts augmentent tout le temps, fait qu'on se retrouve donc dans une situation où il va falloir qu'il y ait un redressement de ce côté-là. Et que comprendre que les investissements publics, ça rapporte aussi au gouvernement. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un capital de risque qu'on investissait, puis il va y avoir un retour presque équivalent de ce capital-là qui va revenir au gouvernement qui vont réinvestir. Mais qu'est-ce que ça fait, par contre? Ça crée, comme on disait, $1 dans la culture, ça peut représenter $5 d'investissement d'ailleurs. Alors, c'est ce que, en fait, notre rôle, nous autres, au niveau du Conseil régional de culture, c'est de mettre ça en évidence de plus en plus. Pardon, sommet économique, votre mémoire. Sommet économique, c'est avec le même discours que je viens de vous dire. Alors, de l'importance qu'ont les autres secteurs de l'économie de comprendre que et le gouvernement et les municipalités et tous ceux qui contribuent donc à l'essor de l'économie générale dans la région, que la culture, c'est quelque chose de fragile, il faut s'en préoccuper et qu'il faut investir et que ça rapporte. Et ça rapporte pour l'ensemble, souvent de l'industrie, que ce soit l'industrie touristique, etc. Alors, et ce qui est intéressant aussi dans l'économie du savoir, c'est que quand on parle de développement durable, ben vous savez que la culture est maintenant qualifiée comme un indicateur important du développement durable, alors depuis une dizaine d'années, et fait partie comme un des 4 piliers du développement durable. Alors, pourquoi? Parce que l'économie de la culture a peu d'impact sur l'environnement. Alors, c'est une économie qui, donc, coûte moins cher à la société parce qu'elle a peu d'impact sur l'environnement. Julie Larouche, de Radio-Canada. Compléter rapidement, c'est dans le cadre du sommet, un des éléments extrêmement importants, c'est de maintenir une approche régionale dans les enjeux régionaux de la culture. Dans d'autres secteurs, oui, mais et ce qui nous inquiète depuis quelque temps, c'est le gouvernement a aboli les CRE, transfère les responsabilités des CLD aux municipalités, réduit les budgets, et ça a pour conséquence, et c'est notre grande crainte, de diluer et d'enlever les outils pour avoir une approche régionale. On ne peut pas avoir, surtout en culture, puis dans une région aussi démarquée que la nôtre et caractérisée que la nôtre, on ne peut pas avoir une approche uniquement municipale. C'est impossible, cette affaire-là, dans le domaine ailleurs, mais aussi dans le domaine de la culture. Et là, nous autres, le gouvernement nous avait dit, la ministre de la Culture nous avait dit, vous devez contribuer au redressement des finances publiques, les équilibres budgétaires. Le Conseil de la Culture s'attendait, on a dit oui, on va faire comme tout le monde, mais on s'est fait couper de 15% des conseils régionaux de la culture de nos budgets de fonctionnement. 15%, ça nous enlève des outils très importants. C'est au-delà de 32 000 $ par année
Alors, et donc, c'est comme si on disait, l'approche régionale, c'est plus important, cette affaire-là. Là. Pourtant, dans notre région, s'il n'y a pas d'approche régionale, les chances de relancer le développement économique et la dynamisme culturel, tout le développement de la région sont, à mon point de vue, un peu futiles. Madame la Présidente, on vient d'être un record. La réponse la plus longue à la question est la plus courte de toute l'histoire du Cercle de presse. Le contraire de Bertrand Tremblay. Ah, oui. Il n'est pas ici pour savourer le moment. Julie Larouche. On y en parlera. Quelle pourrait et quelle devrait être la place de la philanthropie, du mécénat en culture pour le développement régional? En fait, ça devrait avoir je dirais, la place que lui laissent les finances publiques et la santé de l'économie générale. Donc, les gens ont des sous dans les poches si justement leur travail est enrichissant, leurs entreprises sont prospères, et puis ben, il en reste pour ensuite de ça pouvoir donner aux organismes philanthropiques. Si on regarde par exemple aux États-Unis, c'est un système qui marche beaucoup mieux. En fait, l'essentiel de la télévision publique est organisé autour de philanthropiques, de fondations comme ça. Et pour des raisons historiques, économiques et tout. Au Québec, le gros de l'aide financière à la culture vient des gouvernements fédéral, provincial et municipaux aussi. Mais, et puis, il y a quand même certaines fondations dans des grands organismes culturels, je vous dirais plus du côté de Montréal, Québec et tout. À Jacqueline Desmarais, par exemple, pour l'art lyrique avec de nombreux chanteurs et chanteuses, mais on dirait que ça se développe difficilement ici en région. Bien, je suis intimement convaincu, sans l'avoir regardé, d'aucune façon par les chiffres, mais je demeure convaincu que c'est pas par manque de volonté ou de vouloir, mais d'abord, charité bien ordonnée commence par soi-même. On commence par faire ce qu'il faut pour équilibrer nos budgets personnels, puis après ça, ben s'il en reste, on donne aux œuvres qui sont importantes, puis la culture est chère pour les Québécois, là, donc je pense qu'avec une économie plus prospère, il y en aurait plus probablement, puis je suis certain que les gens qui en ont les moyens contribuent à la culture comme ça aussi du mieux qu'ils peuvent. Patricia Rainville, du Journal Le Quotidien. Ma question s'adresse plutôt à M. Gagnon, M. Frenette. Bon, je sais qu'on a une communauté culturelle ici assez riche, tissée, serrée. La semaine dernière, Diffusion Saguenay présentait sa programmation, puis il y a eu quand même là, plusieurs commentaires là, au niveau des gens impliqués dans la culture, que c'était des spectacles grand public, beaucoup d'humoristes, aucun spectacle de danse. Est-ce que vous pensez que l'offre est assez diversifiée en tout cas, ouais, en région ici? Est-ce qu'il y en a pour tous les goûts? Est-ce que la culture est assez accessible à monsieur, madame, tout le monde? Moi, je pourrais laisser Lucien compléter, mais peut-être même M. Paradis pourrait enrichir. On n'échappe pas à l'ère du temps dans la région comme l'ère du temps qui nous vient d'ailleurs, et on a constaté évidemment depuis quelques années la croissance des spectacles d'humour, et c'est devenu presque la religion, en tout cas. Et le problème, c'est un peu comme dans la santé, dans le fond. Quand un secteur se développe et un peu et prend de l'expansion, les autres ont tendance, à cause des marchés qui sont un peu plus moins importants, ont tendance à tasser les autres. Et dans ce cas-là, je pense que j'ose pas utiliser le mot exagération, mais il y a manifestement une excroissance de l'humour en région où la diversité est déjà un défi. La danse, ils sont obligés de le faire de toute façon dans les normes du ministère, du gouvernement. Moi, je pense que d'une part, les clients puis les gens l'ont fait, les organisations ont protesté. Il me semble que l'écho aussi doit revenir du côté du gouvernement puis du côté des institutions qui sont responsables pas seulement du côté des clientèles. Il me semble que le gouvernement, de temps en temps, tout est bien réglementé, normé, mais ça n'intervient pas souvent. Hein?
Et dans le cas précis de diffusion Saguenay, il me semble qu'il y a un effort à faire sur le plan la culture, c'est aussi comme le transport en commun, c'est un investissement dans la qualité. Hein? C'est pas une dépense, puis c'est pas, on ne peut pas dire que ça coûte trop cher et tout ça. Je ne veux pas tomber dans le phénomène politique, là, mais j'ai le sentiment que nos décideurs à Saguenay c'est-à-dire, je vais mesurer mes mots, on aurait tout intérêt à miser aussi sur la culture, puis pas seulement en termes on donne des bons shows, puis ensuite le peuple est content. Le dernier, je reviens là-dessus malgré tout, le dernier spectacle du 175e, c'est l'illustration assez claire que quand on veut rien que faire un show, on tombe facilement dans la facilité pour avoir du monde. C'est facile. Moi, un bon humoriste, j'apprécie ça aussi. Mais si ça empêche, à côté d'avoir des spectacles un peu plus élaborés qui correspondent à des clientèles, c'est pas toujours le besoin de la majorité qui doit être là. Oui. Ben, moi j'aurais un complément, peut-être un peu technique, mais c'est le principe des coûts fixes versus coûts variables. Donc, quelqu'un qui a une salle de spectacle au point de départ doit assurer de payer ses coûts fixes. Et puis, c'est certain que d'avoir des attractions qui sont quand même assez fortes et qui l'aident à rentabiliser sa salle de spectacle pour une bonne partie de son temps d'ouverture, ben, en principe, ben, premièrement, c'est important pour que la salle de spectacle survive. Mais par contre, ça devrait aussi permettre, ben, ça permet aux gens qui sont là puis qui viennent voir le spectacle, de voir les affiches des autres qui sont là. Donc, à ce moment-là, je crois qu'il y a à la fois ça prend de la place, mais à la fois, il y a une opportunité aussi pour faire voir le jour à d'autres spectacles aussi de cette façon-là, pour des gens qui vont se déplacer et qui se disent « Ah, ben finalement, si on va voir lui, pourquoi on ne va pas voir elle ou tel ensemble? » Donc, il y a ce phénomène-là aussi. Julie Larouche de Radio-Canada. Des tournages ici, de nos beaux décors, c'est vrai. Est-ce que vous pensez qu'on est un peu désavantagé, par contre, géographiquement, comme l'est, par exemple, même Montréal par rapport à l'ouest du pays pour les tournages américains? On l'est un peu ici, simplement par notre situation géographique. La majorité de ma réponse est oui. Inévitablement. Là, donc, on peut pas faire disparaître la distance qui vous sépare des grands centres où est-ce qu'il y a des bassins de main-d'œuvre considérables que ce soit pour des techniciens, des studios, la diversité des localisations, tout ça. Donc, il y a vraiment, c'est sûr qu'il y a un avantage qui est naturel puis qui peut pas être effacé comme ça. Par contre, je pense qu'il y a toujours des possibilités de faire valoir ses attraits. Puis de ce côté-là, pour moi, c'est une question de volonté, justement, d'aller demander aux producteurs de cinéma, puis de voir, bon, mais qu'est-ce qui pourrait vous plaire dans notre région? Qu'est-ce qu'on a, nous? Puis justement, de faire connaître davantage la région ici et ses attraits auprès de ceux qui font des films pour que justement ils pensent au Saguenay puis ils se disent « Ah ben peut-être, écoute, j'avais pas pensé à ça, mais il y a ces avantages-là si jamais on veut tourner. » Donc, et puis, c'est comme ça que certains pays ou certaines régions se sont mis sur la map. Hollywood, avant, ne pensait pas à Montréal, mais Montréal a fait beaucoup d'efforts, puis pour faire penser Hollywood à Montréal, ben maintenant, les gens qui vont à Montréal ne pensent pas nécessairement au Saguenay, mais il y a peut-être moyen aussi des possibilités de le faire pour faire venir des gens de votre région. Puis on parlait des mines, bien, le cinéma, c'est la même chose. Hein. Ça prend 1 ou 2 productions par année, puis vous avez une industrie du cinéma tout d'un coup. C'est quand même des gros budgets, là, une production cinématographique. C'est pas comme quelqu'un qui fait simplement un artiste en art visuel qui est une personne. Là. C'est vraiment beaucoup de monde. Ça fait vivre les hôtels, les restaurants, tout ça. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un type d'effort ou un type d'analyse que ça vaut vraiment la peine de faire
dynamiser la région. En tout cas, moi, je crois qu'il y a certainement des possibilités. Est-ce que c'est Un le domaine, complémentaire, ouais. excusez, est-ce Oui. que c'est le domaine, vous pensez, où que la région devrait exploiter au niveau culturel, où il y a un domaine? Oh non, je non. veux pas te dire oui, prioriser ça plus que un, plus que l'autre, mais et puis je pense que dans pas mal tous les secteurs, il y a toujours moyen de se dire, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus dans tel domaine ou dans tel domaine? Ce que je dis, c'est que dans le domaine du cinéma, si jamais on disait, OK, on veut faire venir plus de production, ben c'est ce qu'il faudrait faire. Faudrait justement aller chercher parce que dans la façon dont les gens prennent des décisions, il y a toujours en fait, ils regardent quelle est la valeur globale de ce qu'on nous offre. Donc, si on voit que l'ensemble des avantages qui est lié à la localisation ici plutôt qu'ailleurs est intéressant, donc il y a peut-être moins de disponibilité de main-d'œuvre, mais peut-être certains coûts qui sont moins élevés, peut-être. Il faudrait en fait offrir plusieurs avantages, un peu comme on fait pour attirer les familles dans les petites municipalités éloignées. On offrirait des avantages, des crédits. Mais moi, je pense que pas tant les avantages, mais de faire valoir ceux que vous avez déjà. Par exemple, peut-être que les gens ne savent pas qu'il y a certaines beautés naturelles, mais de dire, regardez, on a un petit vidéo, là, on va vous montrer ça, ça dure 3 minutes, puis vous allez voir 10 endroits exceptionnels pour faire des tournages en milieu naturel. Puis, ben, entre dire, on a des beaux endroits, c'est beau, mais entre ça, puis faire une vidéo, en 4K, une vidéo incroyable qu'eux peuvent voir, vont dire OK, ben ça me donne des idées, ça. Merci. Donc, c'est ça. Souvent, là, ça prend pas grand-chose pour faire décider des gens. Puis, si personne ne le fait puis ils reçoivent ça, ben pourquoi pas, là? En complémentaire, évidemment, tous ces efforts-là pour attirer, c'est mise en marché de la région dans son potentiel, il faut le faire. Mais les décisions ne dépendent pas. C'est comme un démarchage. C'est intéressant, venez chez nous et tout ça. Ça, c'est un aspect. Ça s'est produit à quelques reprises, le Robe Noire, dans d'autres, à Sainte-Rose du Nord, etc. Mais il y a aussi l'autre volet, puis moi, je crois beaucoup à ça, c'est qu'on a un bassin dans la région de créateurs. Bon, évidemment, le cas de Sébastien Pilote est quand même un élément. Mais Sébastien, lui, décide que le tournage va se faire dans la région. Il développe une réputation, les producteurs lui offrent des possibilités. C'est comme ça que le système fonctionne. Les gros producteurs sont à Montréal ou ailleurs. Bon, mais il n'y a pas beaucoup de producteurs dans notre région. Hein. Il y a des artistes et tout ça, mais l'approche de production, depuis, moi j'ai été 30 ans plus dans ce milieu-là, et c'est un des défis. Alors, les créateurs doivent décider. Le prochain film de Sébastien, je ne révélerai pas de secret, là, même si c'est pas secret mais discret, va aussi être tourné dans la région avec une mythologie régionale. Alors, donc c'est le créateur. On a 2 créateurs à Cannes. Chacun travaille ensuite sur des projets personnels. Dès le moment où ils atteignent une notoriété, les producteurs les écoutent mieux leurs projets, et c'est à eux ensuite d'aller s'inspirer puis de créer des projets qui ont des impacts dans leur région. Je pense que ça aussi doit être développé. Je prends l'exemple le plus classique dans ce domaine-là, c'est Robert Lepage. Il y a eu combien d'offres à un certain moment donné pour déménager à Montréal, mais il est resté dans son milieu d'origine de racine. Je pense qu'il faut avoir cette perception-là aussi pour nos créateurs. Le défi, c'est l'approche de production, de trouver des partenaires et d'avoir une approche de producteur. Ça, c'est un métier qui est à développer chez nous. Ça s'est fait en télévision récemment avec Série Noire. Exactement. Et c'est une décision de la productrice. Exactement. Et ça, c'est... Puis on a un bassin, un noyau de créateurs qui comprennent de plus en plus ces enjeux-là. Et ces gens-là, en plus, là, sont ouverts et familiers aux nouvelles technologies, le support numérique et tout ça, là, toutes ces technologies-là qui facilitent finalement. Là, il y a moyen de créer des films maintenant de très grande qualité sans avoir cette lourdeur technologique là, c'est une question, quand on parle d'économie, de créativité, c'est d'abord dans la tête que ça se passe, ça c'est clair. Carole Néron. Est-ce qu'on n'aurait pas au Québec un problème de définition avec le mot culture? Il y a j'ai l'impression qu'il y a autant de définitions qu'il y a de producteurs et de réseaux de télévision.
TVA, c'est pas Radio-Canada. La Voix, c'est pas l'OSM. Est-ce que le Québec est une société cultivée au sens où on l'entend traditionnellement? Ou c'est une société qui investit peut-être un peu trop dans la culture populaire, entre guillemets, on parlait des humoristes tout à l'heure. C'est quoi la définition de la culture au Québec? Je peux vous sortir la définition de l'UNESCO, mais... Parlons de nous autres, parlons du Québec. Je vais laisser M. Paradis, mais je peux quand même... Ben en fait, allez. Je vais vous envoyer moi, c'est la définition qui, ensuite, on peut transposer sur ce qu'on fait avec ça, ce qu'on est, comment on se représente. Mais la culture, dans son sens large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs et spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société, un groupe social, donc notre région même. Elle englobe, outre les arts et les lettres, évidemment, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Et là, ça implique l'histoire, le patrimoine, notre art de vivre, dans le fond. Comme disent les Anglais, what you see, what you get, ça veut dire que des fois... On transmet l'Opéra de New York en direct. La dernière fois que je suis allé, on était 6 dans la salle. Je suis allé voir Mad Max la semaine passée. La salle était con. Alors, c'est quoi? Est-ce que les Québécois sont une société cultivée? Au sens généreux du terme. L'autre jour, je me suis assis avec ma fille devant YouTube et je lui ai montré l'opéra L'Élixir d'amour. Elle était vissée. Il n'y avait aucune façon de la faire aller ailleurs. Donc, je pense qu'il y a une question de sensibilisation aussi. Puis, on est attiré par ce à quoi on est exposé puis ce dont les autres parlent. Donc, mais des fois, justement, je pense qu'il y a cette question-là. Écoutez, c'est un débat de société qui finit pas, mais bon, je pense que... si vous permettez, parce que nos jeunes, je me souviens, moi, à l'époque, on lisait beaucoup, on avait des lectures obligatoires. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais il semble qu'on en a de moins en moins. Et on nous apprenait dès l'école, dès notre plus jeune âge, une certaine définition de la culture et on nous forçait même. Et là, on faisait des découvertes extraordinaires. Maintenant, aujourd'hui, dans le système d'éducation, je n'ai pas l'impression que ça a suivi. On est plus sur YouTube, on est plus Internet que Malraux, ces choses-là. C'est un défi. Tu avais quelque chose à ajouter, Lucien? En fait, le numérique, c'est une nouvelle approche, c'est un nouveau moyen pour avoir accès à la culture. Notre culture régionale, c'est celle on peut en faire une définition qui est très large, puis comme celle de l'UNESCO. Et en réalité, ce qui est important pour nous, c'est être capable de la dire par rapport à ce qui se passe, parce qu'il y a un choc de culture. Hein? On est dans un contexte de mondialisation. Alors, il faut se rendre compte que nous, on est donc une culture francophone au départ. Dans une Amérique qui est principalement anglaise, de culture anglaise et de culture espagnole. Alors, donc, déjà là, on a une différenciation qui est énorme. Mais pour l'ensemble de la population, c'est quelque chose qui ne semble pas très évident et qui nous définit en tant que société ici en région. Alors, on est même probablement la région la plus francophone au Québec et donc au Canada. Et il y a une communauté francophone au Canada. Hein? Alors, il y a plusieurs îlots francophones au Canada et aux États-Unis et qui travaillent ensemble pour justement développer cette caractérisation-là de la culture francophone. Commençons donc à parler de ça en premier, parce que c'est ce qui nous identifie clairement. Alors, quand on présente la fabuleuse ici, on la présente en français, on comprend ça. Et quand les touristes viennent nous voir, ils sont en contact avec une culture qui est francophone. On peut leur parler en anglais ou en espagnol, puis être trilingue, etc. Mais le premier contact qu'ils ont, ils comprennent qu'ils s'en viennent dans une culture francophone. Et notre culture ici en région, vous savez, vous parliez du milieu scolaire. Effectivement, le milieu scolaire était un des piliers du développement de la culture régionale. Alors, si on prend l'histoire, exemple, de la musique en région, si on part des années 1800, 1840, 1850, et effectivement, rapidement, s'est implanté des groupes qui s'intéressaient aux arts, à la musique. Alors ces groupes-là ont été ceux qui ont
préparer les bibliothèques, etc., les centres d'art, etc., les écoles de musique, etc., ont été ceux qui ont préparé le terrain vers ce qu'on est aujourd'hui. Alors, et ce dynamisme-là, nous, on a un héritage. Hein, on parle de dynamisme ici en région, mais en réalité, c'est qu'on a accumulé un héritage important qui est le nôtre et qu'il faut mettre en valeur. Mais si vous me permettez, on le voit ici, là, il reste 2 journalistes. Il nous manque Radio X, il nous manque TVA, il nous manque des médias qui vont chercher beaucoup de monde et pour qui le mot culture ne veut pas dire grand-chose. Est-ce qu'il y a un problème de vulgarisation et est-ce qu'il y a un problème de vente? J'aimerais ça peut-être que M. Paradis réponde à cette question-là. Mais moi, je crois que c'est justement, on est dans un contexte de choc de culture, on est dans une mondialisation. Et notre identité à l'ouverture, etc., des autres cultures, il faut se l'affirmer qu'on est comme ça. Alors, moi, je crois que c'est peut-être c'est notre société actuelle qui est présentement en questionnement de ce phénomène-là, qui est tout récent quand même de l'humanité. Alors, pour moi, il s'agit d'avoir une certaine vision de ce qu'on est, de la culture, puis d'y croire, puis d'être fier de ce qu'on est, puis de l'exprimer. Est-ce que, c'est ça, M. Paradis, moi j'aimerais ça savoir si on a un problème de vente ou justement... Ben moi, je vais mettre ça sur le dos de l'économie. Oui, ben aussi, ben dans une période de compression, j'imagine que la culture passe en dernier aussi. Bien, je crois qu'il y a malheureusement peut-être une perception négative à l'effet que les gens vont dire, ah ben pour... OK, les artistes ou les entreprises, ils en veulent plus ou ils veulent aller se chercher du financement, puis ben, ils ont des récriminations comme telles, puis en tout cas, je trouve ça, je sais pas, on peut pas épiloguer nécessairement sur les raisons pour lesquelles les gens sont là ou sont pas là, mais je crois que ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que comme le dit l'UNESCO parfaitement, la culture, c'est ce qui nous caractérise. Puis c'est ce qui fait que nous sommes nous. Puis je vois pas grand-chose de plus positif puis important à préserver que ça comme société, là. Donc, essayer de trouver des façons de le faire efficacement, de mettre en valeur le dynamisme régional pour ça. Je pense que c'est toutes des choses positives. Mais probablement que d'entendre parler d'économie, là, les gens se sont dit « OK, ça c'est trop, ça me tente pas beaucoup ce matin. » Je blague, peut-être que c'est pour ça. Non, bien en fait, on a fait beaucoup de cercles à saveur économique et il y avait beaucoup de gens. Merci beaucoup, c'est terminé. Bonne fin de journée. Merci beaucoup d'avoir été là.